Fernando. On va passer au deuxième tour qui sera beaucoup plus court. Il faut être très synthétique. Chacun a 3 minutes à disposition maximum. Et ma question pour le deuxième tour est la suivante. Pour ces accords transnationaux, est-ce qu'ils ont un impact concret au niveau des entreprises? Parce qu'on sait que souvent ces accords transnationaux, surtout de la part de la direction, sont considérés comme un élément de la stratégie de la responsabilité sociale. Et souvent, bon, on peut dire que ce sont des actions tout simplement au niveau de relations extérieures. Donc, voilà la question. Quel est l'impact concret de ces accords transnationaux? Et cette fois-ci aussi, je vais commencer avec par James Ritchie. Alors, merci. Je crois, en parlant simplement, que les accords internationaux et donc les accords avec les entreprises multinationales sur base globale devraient promouvoir et protéger les droits des travailleurs partout où l'entreprise opère. Donc, ils doivent aussi essayer d'amener plus d'affiliés pour les syndicats. Pour beaucoup d'entreprises, le fait d'avoir un accord international ou un autre type de relation avec une fédération globale signifie quoi? Signifie prendre la boîte de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc, et on lui demande, oh oui, à l'organisation syndicale, oui, on a des relations, d'accord, on a des rapports avec les syndicats au niveau international et ils disent ça, mais pour eux, c'est un point d'arrivée. Pour nous, c'est un point de départ, c'est-à-dire avoir la possibilité de d'arranger les différends, par exemple, au niveau, par exemple, pour avoir aussi les respects, faire en sorte que les droits des travailleurs soient respectés. Nous, on parle avec le siège de l'entreprise et on dit, voilà, on a un problème, le travailleur n'arrive pas à exercer ses droits. Mais récemment, dans les 12-13 derniers mois, on a par exemple signé un accord cadre avec Sodexo. C'est une entreprise de catering au niveau mondial. Et dans cet accord, car on affirme non seulement que les travailleurs ont des droits, mais on établit aussi les processus à travers lesquels les travailleurs peuvent accéder au syndicat et avoir une convention collective. Et l'entreprise était vraiment choquée parce qu'elle a compris qu'on voulait s'organiser et accorder ces mêmes droits à ces travailleurs en Inde, par exemple. Sodexo a une grande groupe de travail en Inde et les syndicats n'ont pas, l'entreprise n'a pas entendu parler de l'accord qui a été signé à Paris, mais à moins de donner la possibilité aux travailleurs de négocier négocier leur salaire et d'améliorer leurs conditions de vie, l'accord de cadre serait une perte de temps. Mais si cet accord facilite l'accès des travailleurs à la négociation, en négociation et à la convention collective, ça, c'est un sujet extrêmement important. Disons, c'est un but, mais ce n'est pas un but pour ce qui est de la Fédération internationale. Quel est l'impact concret de ces accords? Je crois que l'impact de ce type d'accord peut être très important. La première chose qu'on peut dire, remarquer, est que lorsqu'on signe cet accord au niveau global, l'objectif primaire de l'accord global est de créer un espace sûr pour faire en sorte que les syndicats commencent à organiser les travailleurs. Voilà, ça c'est le facteur le plus important, c'est-à-dire créer un espace où les travailleurs puissent s'organiser dans les syndicats sans avoir peur, ne pas être menacés. Parce que même si dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de lois, c'est ça le risque.
Deuxième point, je crois qu'on dit, je voudrais dire qu'on trouve de plus en plus de difficultés, même au niveau européen, pour signer des accords multinationaux avec les entreprises. Et une des raisons de ceci est, comme il s'est passé tout récemment avec le secteur, par exemple, de vêtements, etc., textiles, les entreprises se font de ceci. Ils disent, bon, d'accord, on va signer un accord et ils seront considérés comme responsables du point de vue légal. Ça, c'est vrai, bien sûr. C'est-à-dire faire en sorte que les entreprises soient responsables juridiquement, c'est-à-dire s'ils ne respectent pas les droits, par exemple, de s'organiser dans des syndicats, c'est ça le risque. Mais un autre objectif est de faire en sorte que les entreprises signent des accords formels et surtout qu'ils comprennent quel est le cadre, le contexte de ces accords. Il faut persuader les entreprises multinationales qu'il y a une valeur dans ces types de signatures d'accords. Et donc, nous devons aussi démontrer que nous avons, parce que nous avons derrière nous le poids des travailleurs et qu'on souhaite utiliser ces accords globaux pour réduire le risque, diminuer les risques, par exemple, des travailleurs. Si vous vous rappelez, par exemple, l'histoire du Bangladesh, on peut utiliser beaucoup d'organisations syndicales européennes et nationales dans le cadre européen, dans les contextes européens, parce que ces entreprises disent, voilà, votre marque a été endommagée en Europe parce que vous n'êtes pas en train de protéger les droits des travailleurs dans d'autres entreprises. Donc, s'il y a un accord global qui protège les droits de tous les travailleurs, vous pouvez l'utiliser dans un contexte global. Je m'arrête là pour dire seulement une chose. Il dit parfois les accords globaux doivent être renégociés. On l'a fait avec Securitas et Carrefour parce que parfois, ces accords, si ces accords ne sont pas efficaces, il faut avoir le courage de dire bon, il ne marche pas, ça ne marche pas, il faut le réviser et il faut réécrire cet accord. Et c'est ça qu'on a fait avec Securitas et Carrefour récemment. Alors, merci. Alors, je demande maintenant à Denis, comme il a déjà dit au cours de sa première intervention, qu'ils sont en train d'essayer de signer des accords globaux. Et donc, la demande, ma question, est-ce que ça a eu un impact? Bon, je peux dire que dans certaines entreprises qui ont signé des accords globaux, tout ça a été très utile, comme du point de vue de leur contribution, des actions entre les syndicats et les entreprises. Je peux vous faire un exemple. Pour la Turquie, par exemple, l'Alliance Carrefour a utilisé les syndicats à organiser d'autres entreprises au niveau national. Donc, ces types de contributions dans certaines entreprises, par exemple, ces accords cadres globaux n'existent pas toutefois. Et donc, la direction locale ne les reconnaît pas. Je peux vous faire l'exemple, par exemple, de H&M, qui a un accord global avec Audi, mais qui ne respecte pas les syndicats, les travailleurs ne peuvent pas s'organiser en Turquie. Et Securitas, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont aussi signé des accords globaux pour ce qui est de Securitas, par exemple. Il y a des questionnaires lorsqu'ils ont leur interview pour être embauchés. Normalement, la question qui est posée, est-ce que tu es associé, tu fais partie d'un syndicat? DHL, par exemple, a signé un accord avec ONI. C'est un accord cadre global et donc je pense que dans ces cas-là, l'accord cadre global est utile. Donc, c'était des observations, de remarques assez critiques. Donc, je demande à Luca de nous dire quelle est la situation du point de vue européen.
Franco Martini disait souvent qu'on chatouille les entreprises multinationales, et ça c'est vrai. Mais on peut dire aussi qu'il y a des situations différentes. On a eu un séminaire par exemple en Pologne il y a quelques semaines, et nos collègues polonais nous ont montré deux cas très différents. Le cas Volkswagen, où après beaucoup de difficultés, les syndicats polonais ont été capables de faire appliquer à Volkswagen le même critère, pas exactement les mêmes conditions, mais le même critère de conduite et de travail, par exemple, qu'on applique en Allemagne. De l'autre côté, l'exemple, par exemple, d'entreprises dans le secteur de la télécommunication où, malgré l'existence d'accords internationaux européens, ces accords ne sont pas mis en place localement. Et ceci dépend aussi dépend de la force du syndicat. Et cette force change d'un pays à l'autre et aussi à l'intérieur du même pays suivant les secteurs. Donc, les deux choses qu'on doit faire, moi je parle au niveau européen, pour essayer de résoudre ces problèmes et pour exploiter au maximum les potentialités de ces accords, c'est-à-dire de faire quelque chose de plus que chatouiller les entreprises multinationales, c'est renforcer notre capacité de négociation collective et d'application des accords. Et la seule manière pour faire ça est faire en sorte que les fédérations nationales essayent de plus en plus de renforcer la représentation dans les entreprises multinationales et aussi donner un mandat clair, bien précis aux fédérations internationales, parce qu'autrement, les fédérations européennes internationales n'ont aucune capacité d'influencer ces processus. Donc, ces nationalismes qu'on trouve, qu'on remarque à cause de la crise européenne, existe même au niveau syndical. Bien souvent, on se replie sur nos problèmes nationaux, on n'a pas la capacité ou la volonté de regarder sur le plan international. L'autre élément que nous, au moins au niveau européen, nous avons besoin d'un contexte juridique pour que ces accords soient appliqués dans tous les pays. On est en train de développer, avec l'autorisation des fédérations européennes, pour essayer d'arriver à ces cadres juridiques. Vous devez savoir que les employeurs ne veulent pas construire un cadre optionnel au niveau européen. Donc, la seule possibilité que nous avons est d'agir sur le Parlement européen et aussi sur les gouvernements nationaux et sur les entreprises multinationales et sur leurs organisations du secteur des entrepreneurs. Parce que si on parle avec Business Union, on n'aura aucune possibilité d'atteindre un accord. Ça, j'ai conclu, votre rôle en tant qu'organisation syndicale du secteur est essentiel parce que vous pouvez influencer la position des organisations sectorielles des entrepreneurs, mais aussi les positions de gouvernements respectifs dans cette discussion européenne. Parce que la discussion pour les syndicats ne peut pas être résolue toute seule. Il faut que ce soit à partir du bas, c'est-à-dire des pays, des entreprises, des organisations nationales, on puisse avoir un élan pour vraiment réaliser, faire un changement réel dans ces secteurs. Je vais donner donc la parole. Je vais ajouter seulement deux choses et je partage complètement ce qu'il a dit. Alors, premier ingrédient supplémentaire, la valeur de la négociation globale, les accords transnationaux, doit d'abord entrer dans la tête de nos organisations, donc dans la tête du syndicat. Nous avons besoin de contamination, de connaissances, de nous influencer l'un l'autre, de travailler, de nous échanger. Donc, il faut être conscient de la valeur de cette dimension. Donc, en premier lieu, c'est une opération culturelle, de culture syndicale qui doit être réalisée. Voilà pourquoi ce type de projet est un projet d'intervention plus global, de formation syndicale est essentiel. Deuxième point, c'est l'expérimentation. Vous avez dit que la Commission a compté 230 accords. On ne sait pas quel est le nombre exact. Comme Luc a parlé aussi de quelques expériences positives, il faut identifier 2, 3, 4 cas supplémentaires. Et sur ces cas, il faut commencer à expérimenter
c'est-à-dire comment on avance, comment on construit l'accord, comment on le gère, comment il vit dans les différents pays, pour raisonner, pour réfléchir sur les résultats de l'expérimentation. Sous un même titre, pour nous, l'entreprise multinationale doit être une entreprise qui est fondée sur la liberté syndicale, c'est-à-dire sur le droit de chaque travailleur, de chaque travailleuse de se reconnaître et de se faire représenter par un syndicat. Ça, c'est l'article 1 de tout accord qui devrait être signé. On termine avec Fernando, par son observation de la part. Merci. Alors, tu nous demandes quelle est la valeur, l'impact de cet accord. La valeur potentielle est énorme, mais l'impact est limité, au moins jusqu'à présent. Je crois que ceci s'est passé pour une raison fondamentale, même si les accords qui existent sont une action, représentent une attaque, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, il remédie à de faiblesses nationales. Un accord de ce type devrait n'être au contraire, c'est-à-dire ça devrait être le résultat d'une force syndicale nationale, surtout dans beaucoup de pays. Donc, c'est un impact limité, mais il faut reconnaître que dans une situation très concrète, où il y a des objectifs clairs, où on utilise les moyens nécessaires, parfois dans des situations très bien spécifiques, comme en Bangladesh, dans ces cas-là, d'accord, on a des bons résultats, on a des exemples positifs, il y a des obligations. Par exemple, en Algérie, il y a un syndicat, et dans d'autres pays aussi, pour Carrefour. Donc, ça... Et en Amérique du Sud, par exemple, ça, ils ont fait un grand travail. Carrefour a une version espagnole, bien sûr, mais dans certaines conditions, ce type d'accord est très important. J'ai parlé tout à l'heure de toute une série d'outils, de moyens pour arriver à ces alliances et ensuite rédiger ces accords. Si on arrive à le faire de manière dynamique, on peut certainement obtenir des résultats. Mais si on le fait de manière mécanique, bureaucratique, non seulement au niveau international, mais aussi au niveau national, je crois que l'impact sera limité et continuera à être tel. Alors, merci vraiment beaucoup. Je remercie énormément tous les rapporteurs pour avoir été si disciplinés et pour avoir respecté les temps. Donc, nous avons réussi. Ça va,